Donc, il faudrait économiser de façon extrêmement importante et se désendetter. Comment ? Je ne vais pas trop m'avancer sur ce débat. Philippe Juvin est un expert et donc je ne vais pas faire de grandes théories. Je suis le maire d'une ville moyenne, monsieur le député, à Béziers. Et quand je gère ma ville, je parle de ça parce que vous avez été longtemps et vous êtes encore dans votre mairie. Au fond, c'est pas très compliqué les choses. Tu dépenses de l'argent, tu as deux solutions. Tu t'endettes, tu augmentes les impôts, et une troisième solution, tu fais des économies. Moi, je suis sidéré de la parole politique qui consiste tout le monde à dire, par exemple, sur le prix de l'essence, il va falloir baisser. Moi, je trouve très bien. Vous allez dire, vous, non, c'est mieux d'augmenter, bien sûr que non. On a tous envie que l'essence baisse. Nous, ça va, c'est pas notre problème à tous les trois. Mais dans ma ville, qui est une ville pauvre, enfin, vous connaissez, je sais pas si vous connaissez Béziers, il y a plein de gens pour qui c'est important. Et 30 centimes de plus le litre, c'est pas tout à fait rien. Moi, la seule question que je pose aux gens qui proposent ça, je dis, vous êtes dans la facilité. Les gens, vous les prenez pour des cons si vous dites pas dans la même phrase où vous allez faire les économies. Or, moi, je n'entends jamais ça, y compris de temps en temps chez vous. Je ne vous parle pas de vous personnellement, je ne me permets pas de dire ça. Où les gens te disent, par exemple, il faut faire des économies. Sur quoi tu peux faire des économies ? Sur le personnel, le train de vie de l'État. Moi, j'entends ça. Vous le dites pas, mais je connais des gens qui disent, il faut qu'il y ait... Mais tu les fais où concrètement ? Pas à la santé, pas à l'école, pas à la défense, patati, patati. Tu les fais où ? Et chaque fois, je me retrouve là-dedans. Ça veut dire que moi, quand je vois ces chiffres-là, et en plus vous êtes rapporteur du budget, je suppose que vous dites aux autres députés, comment on va faire ? Parce que quand t'es maire, t'es épicier en chef. Épicier. Tu dis, voilà ce que ça coûte, voilà l'argent que j'ai, et est-ce que je peux me permettre ça ou ça ? Alors, tu peux te permettre ça à condition de prendre un certain nombre de mesures. Mais pour ça, il faut juste une seule qualité, c'est un peu de courage. J'ai été maire 22 ans. Donc, c'est pour ça que je m'adresse au maire comme... Et j'ai désendetté ma commune. En fait, c'est assez simple. Vous avez raison, moi je crois que c'est simple. C'est d'abord une question de mentalité. C'est quoi l'état d'esprit ? Pour baisser la dette, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit, effectivement, vous dépensez moins et dépensez mieux, parce qu'il y a aussi la question de la qualité de la dépense. Soit, vous augmentez vos recettes sur les impôts et les taxes, mais on est déjà au max. Soit, troisièmement, vous produisez plus de richesses. C'est un élément très important. Dépensez moins, comment on peut faire ? Mais là aussi, moi, je suis sidéré, pour tout vous dire, par la plupart des débats politiques et même journalistiques, parce que quand on dit on va dépenser moins, les gens disent effectivement ce que Robert Ménard dénonce, on va baisser le train de vie de l'État. Non. La première dépense de l'État, c'est quoi ? Ce sont les retraites. La deuxième dépense de l'État, enfin pas de l'État, public, c'est la santé. Autrement dit, si vous avez un jour à cette place un homme ou une femme politique qui vous dit « Moi, je rétablirai les comptes publics, mais je touche pas aux retraites, et je touche pas à la santé », il raconte des cracks. Vous pouvez lui dire qu'il raconte n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des tas de gens qui vous disent « Oui, mais on va réduire le train de vie de l'État, par exemple, diminuer les agences ». On a entendu les agences. Les agences, même l'IFRAP, qui est un think tank très libéral, vraiment pas suspect de pas être libéral, vous dit que au mieux, on fera 2-3 milliards d'euros d'efficacité de dépenses, alors que, pour que les gens comprennent, cette année, on va emprunter 300 milliards. 300. D'accord ? Emprunter 300 milliards, ça signifie que si vous faites une petite économie de 2 milliards, en réalité, c'est une petite chose. Un peu plus même, je crois qu'on est à 310. Mais là, on ne compte plus. 300, 310, on est au point où... Donc ça signifie... On n'arrive même pas à comprendre ce que ça représente. Ça signifie qu'aujourd'hui, si on n'a pas une politique sur les retraites et sur la santé, en fait, on ne peut pas rétablir les comptes publics, c'est un élément. Et il y a un deuxième élément, je ne vais pas être très long, c'est qu'une des difficultés d'exercice, en même temps sa facilité, c'est qu'il y a deux grosses fuites d'argent public, les retraites et la santé, et derrière, il y a 100 000 petites fuites. Et en fait, on a le fantasme en politique de l'homme providentiel qui va trouver la solution miracle. Donc il faut s'attaquer aux retraites, il faut s'attaquer à la santé, à la dépense, et il faut ensuite s'intéresser... Mais attendez, je me permets de vous bousculer. Vous dites il faut, pardon. Mais pardon, ça fait combien d'années qu'on entend il faut, vous avez tout ce que vous dites est frappé au coin du bon sens, mais en réalité il faut, mais ça n'a pas lieu. Mais Philippe Juvin, attendez, pardon.
moi je suis observateur de l'extérieur et tout, mais dans des votes récents, j'aurais la charité chrétienne de ne pas le rappeler, un certain nombre de vos copains du parti, pour sauver leur place, pour pas aller à une élection anticipée après ce qui s'était déjà passé, ils ont voté contre tout ce qu'ils nous ont promis. On ne peut pas m'expliquer, je ne suis pas un spécialiste comme vous, on ne peut pas m'expliquer ce que vous venez de dire, que les retraites, c'est la folie de ne pas prendre à bras-le-corps cette question, et c'est de la folie de faire croire aux Français qu'on va pouvoir travailler moins moins longtemps, quand toute l'Europe fait le contraire. On n'est pas une exception, on n'a pas un génie français qui fait... Oui, attends, on est d'accord. Allez, là on est d'accord tous les deux. Mais qu'est-ce qu'ils font, vos députés? Vous savez ce que disait Thatcher? Thatcher disait, ne me dites pas ce qu'il faut faire, dites-moi comment le faire. Oui, attendez. Voilà. Non, mais écoutez, je suis rapporteur du budget, je vous dis ce que j'ai proposé, avec un succès très relatif, puisque ça a été refusé. J'ai dit, écoutez, il faut qu'on travaille plus longtemps. En gros, si on travaille 1 an de plus, grosso modo, ça rétablit les comptes de 10 milliards par année en plus. Pour avoir c'est pas tout à fait vrai. Je vous dis d'emblée, je vais vous donner des chiffres très grossiers. Mais pardon, est-ce que l'heure de l'urgence arrive? Permettez-moi de vérifier à l'euro près. Permettez-moi juste de citer le dernier fait, c'est-à-dire ce matin, pendant un court temps, le taux d'emprunt de la France à 10 ans a dépassé la barre des 4%. C'est comme si la facture était présentée maintenant. Maintenant, on ne peut plus dire il faudrait, on pourrait, etc. Mais il faut le faire. Mais Philippe Juvin... Et le budget a été voté cette année avec un objectif de pas plus de 3,8 à la fin de l'année. Donc on a déjà dépassé. Philippe Juvin. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Bon, c'est déjà pas mal. Non, oui, bien sûr. Sauf que la différence entre nous deux, c'est que vous êtes dans un parti où, normalement, ce que vous dites devrait être la ligne de conduite avec des choix, même si c'est impopulaire. Même si tu risques ta place, même si tu vas être confronté de nouveau au vote des électeurs dans une situation difficile, même si c'est pas facile de dire ce que vous faites, parce que c'est plus populaire de dire, écoutez, on va revenir à la retraite à 62 et pourquoi pas à 60 ans. Évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, pas moi. Non, moi non plus. Mais ce que je veux dire, je comprends que les gens se disent, parce que vous avez un boulot, Darius a un boulot, j'ai un boulot, où honnêtement, on peut aller plus loin. Mais moi, je comprends que des gens qui ont des boulots... Vous avez été maire, moi, dans ma mairie, il y a des gens qui font des boulots difficiles, tu comprends qu'ils aient envie de partir plus tôt. Mais pourquoi vos propres copains de parti, quand il s'agit de mettre ça en œuvre, c'est-à-dire de dire, nous, on est comme ça, on n'est pas comme les macronistes qui changent d'avis toutes les 5 minutes, on n'est pas contre les socialistes, comme les socialistes qui disent le contraire de tout ça, nom de Dieu, pourquoi ils le font pas? Pour une raison assez simple, vous savez, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune majorité. Mais il y a un moment... Mais vous, monsieur Juvin, vos amis, je ne parle pas des autres. Mais les socialistes, ils votent. Je vais les défendre, mes amis. Pourquoi je vais les défendre? Pourquoi vous les défendez? Parce que d'abord, ce sont mes amis, donc en général, je défends mes amis. Je sais que c'est une qualité qui n'est pas fréquente en politique. La situation est politique, vous la connaissez, il n'y a pas de majorité. Donc à un moment donné, vous vous posez la question de savoir si vous avez plutôt envie qu'il y ait un gouvernement qui fonctionne, au moins un semblant de stabilité, ou si vous passez dans une zone où il n'y a plus du tout de gouvernement. Bon, c'est ce choix que le parti a fait, et je veux dire, je pense que c'est le moins mauvais choix. Oui, c'est le moins mauvais choix. Il n'y a pas de bon choix actuellement. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met sur la table? Et il y a un budget qui va être voté dans quelques mois, le budget de l'année prochaine. Et en tant que rapporteur général du budget, je vais faire une expérience, c'est-à-dire que je vais inviter tous les candidats à la présidentielle en leur disant, voilà, les 5 ou 6 objets que je mets sur la table, dites-moi ce que vous en pensez. Ne me dites pas que vous allez faire au mois de mai prochain, quand vous serez président, quelque chose que vous refuserez de faire au mois de novembre. Alors, parlons de la présidentielle. Finissez là-dessus en avance. Sauf que comment vous pouvez dire ça? Pas vous personnellement, une fois de plus. Comment vous pouvez dire ça alors que vos propres copains ont exactement fait ce que vous dénoncez? C'est-à-dire, ils ont pendant des mois et des années expliqué la retraite, ce que vous venez de dire. Attendez, Robert Ménard, il vient de dire qu'il est prêt à les engager pour la suite. Laissez-lui le bénéfice du doute. Attendez. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu peux dire tout ça et au moment où ça coûte, c'est difficile, faire le contraire? Vous savez pourquoi j'en veux à votre parti là-dessus? Je comprends bien parce que je pense que ça décrédibilise, et vraiment on n'en a pas besoin,
les personnels politiques. Vous savez, c'est comme quand il y a une affaire, là, il y a plein d'affaires où on dit les gens sont pas honnêtes. Mais est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux pour la France qu'il n'y ait pas de gouvernement? Alors Philippe Juvin, pardon de vous interrompre, puisqu'on avance, on a 3 thèmes à couvrir, et là vous nous amenez tout naturellement, je rappelle, hein, c'est notre nouvel format d'interview autour de vous, de débat à contre-courant avec Robert Ménard. On vous a mis sur un fond, vous voyez, bleu et or, ça vous va, bleu et or? Voilà, bleu et or. C'est très bien. L'or avec Philippe Juvin, ça tombe bien. C'est très bien. La droite, l'état de la droite classique, on disait la droite bourgeoise, la droite la vôtre. Philippe Juvin, dans quel état est-elle? Regardons les sondages. Sondage Toluna Harris Interactif ou RTL, c'est un des derniers. À toutes les hypothèses, quelques-unes d'entre elles, hein, on ne cite pas tout le monde, ils nous pardonneront. Jordan Bardella à 34, Marine Le Pen à 32. Et après, ça descend quand même très vite. Édouard Philippe, 19. Bruno Retailleau, qui fait des premiers sondages tout à fait intéressants. Il n'est pas du tout nul, mais 10%. Enfin, on est très loin de ce qu'était Chirac, de ce qu'était Giscard, de ce qu'était cette droite classique qui, en alternance, a gouverné la France. Éric Zemmour à 6%, etc. Est-ce que, pour être un peu vraiment négatif, est-ce que le cadavre de la droite classique bouge encore? Est-ce qu'il peut encore gagner la présidentielle? Ou au fond, est-ce qu'une page s'est tournée? Vous me demandez à moi? Non, ne souriez pas, parce que... Moi, je voulais demander un diagnostic. Non. Écoutez, moi, je vous l'ai dit avant l'émission, j'aime beaucoup Bruno Retailleau, donc j'ai pas de problème. C'est un honnête homme, un homme juste, de conviction. C'est quelqu'un qui change pas d'avis tous les matins, donc il a toutes ces qualités-là. Sauf que je pense que la droite, comme bourgeoise, pour reprendre votre mot, cette droite, d'abord, elle a terriblement déçu, parce que vous avez beau, les uns après les autres, aller embrasser les babouches de Sarkozy, à tour de rôle, vous le faites quasiment tous, je ne sais pas si vous l'avez fait vous, je veux dire, comme déception, Sarkozy, bonjour les dégâts quand même, tu vois. Je veux bien qu'aujourd'hui, d'abord, il vous a sans arrêt trahi depuis, et il est prêt à préférer Macron à vous, enfin, demain sera Bardella contre son propre parti, enfin, tout ça. Donc il y a ça, il y a cette dimension de déception. Moi je connais des gens qui étaient sarkozystes, qui se disent mais nom de Dieu, où on en est maintenant? Il y a ça. Et puis je crois plus au fond, parce que ça encore on pourrait, c'est la difficulté. Je veux pas avoir l'impression de c'est trop facile, vous avez compris, de faire une leçon de morale. Ne le prenez pas. Je le dis amicalement. Donc c'est pas, je parle pas à quelqu'un de LFI, c'est pas pareil. Je parle à quelqu'un pour qui j'ai du respect. C'est pas du tout ça. Mais vous parlez plus aux gens. Aux gens. Moi je vois dans ma ville est une ville pauvre où une immigration massive et tout. Pardon, vous ne savez plus parler. Moi, je pense que je l'ai dit à Bruno Retailleau. Je lui ai dit, écoute, ton problème, c'est pas ce que tu dis. Ton problème, c'est les mots employés. Comment on parle aux gens en étant à la fois ce que vous faites, le courage que vous avez vous personnellement de dire ce qu'il faut faire, mais de leur faire comprendre ça, de leur faire admettre ça. Et moi, je fais le pari, enfin, j'espère, mais enfin, encore, c'est plus facile que vous. Moi, je suis pas aux affaires. Le pari de me dire, on doit pouvoir pour 2027 trouver les mots. Pour ne pas prendre les gens pour des imbéciles, ne pas leur faire croire qu'on va raser gratis demain, vous le disiez vous-même, on ne le fera pas, mais en même temps, l'univers à venir, c'est pas on va se suicider. Moi, j'entends un certain nombre de candidats à droite, tu les écoutes, c'est le syndrome de la baleine. Tu te jettes sur la plage de Valras et tu meurs parce qu'il n'y a rien à espérer. Comment on peut dire les choses dans les mots des gens, en aimant les gens? Philippe et Juvin. Ils le savent, et en faisant une description, oui, comme le monde est, mais en leur disant, c'est pas vrai que la France va disparaître dans un an. C'est juste pas vrai. C'est pas vrai. Quelle est votre question? Est-ce que la droite peut renaître? Regardez, en Allemagne, il y a une droite classique. En Angleterre, les conservateurs. En France, ça a l'air cassé. Elle peut, si elle s'en donne les moyens. C'est tout le sujet. Comment elle peut s'en donner les moyens? Comment la droite a fonctionné quand elle fonctionnait? Elle a fonctionné quand elle savait parler au peuple de France. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'UMP, je vous rappelle, ça allait de Christine Boutin à Jean-Pierre Raffarin. Et donc, la première condition, c'est que la droite parle à un peuple qui soit un peuple large, et pas à une tribu. Deuxième observation, la droite s'en sortira si elle ne se contente pas de proposer des mesures, comme j'ai fait là en disant la retraite, etc. Moi, ce que je reproche beaucoup à des hommes et des femmes politiques, et d'ailleurs pas seulement à droite, un peu partout, c'est qu'ils ne proposent pas de vision. Où va le pays? Ils proposent des mesures techniques. Les mesures ne sont qu'au service d'une vision.
Donc ça, c'est le deuxième point. Quelle est la vision? Moi, je crois que la vision qu'on doit avoir, c'est regarder quel est le danger aujourd'hui qui frappe le pays. C'est qu'en fait, il y a deux précipices dans lesquels on peut tomber. Il y a le précipice, non pas de la droite et la gauche, justement. C'est le précipice d'un côté du wokisme, de la terreur des minorités qui demanderont toujours plus. Et un second précipice, c'est cette idée folle qu'une sorte d'autoritarisme et de simplisme arrivera à régler les questions. Nous, je crois, et ça va être très difficile, parce qu'on a beaucoup payé de nos erreurs. Et d'ailleurs, si Le Pen est haut et si Macron était haut, c'est pas parce ils ont beaucoup de talent, ils en ont probablement, c'est parce que nous étions mauvais. Il faut à la fois qu'on redonne l'idée que nous sommes une droite sérieuse, nous sommes sérieux, nous avons une colonne vertébrale. Les gens, je pense, en ont assez de la politique comme de la communication. Il faut qu'on dise, voilà, nous avons une colonne vertébrale, nous avons des solutions et nous ne sommes pas des hommes politiques de commentaires. C'est pour ça que je refuse beaucoup d'interviews où on me demande de venir commenter. Je ne suis pas un commentateur. Moi, je suis là pour mettre des propositions sur la table et puis une vision. Vous voyez, une colonne vertébrale, du sérieux, des propositions, une vision. Et puis parler au peuple de France, et pas simplement au peuple bourgeois de France. Voilà. Philippe Juvin. Vous me demandez, la recette, elle est là, la recette. Non, mais Philippe Juvin, pour ça, vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul. Vous le faites avec qui? Avec qui? Attendez, pardon. Moi, ni avec les woke, ni avec ceux qui ont une vision simpliste des choses. Ouais, mais d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, attendez, je prends un exemple. À Nice, les ambiguïtés. En l'occurrence, c'est Bruno Retailleau, donc je ne suis pas gentil de prendre cet exemple-là, mais je vais vous le dire. À Nice, à la fois, vous nous dites, je vais voter pour Ciotti, parce que quand même, de l'autre côté, le maire sortant, il n'est pas convenable, mais en même temps, pas vraiment. Nom de Dieu, mais parlez clairement. Oui, aujourd'hui, Ciotti, je comprends que vous vous détestiez. Ça, avec le coup qu'il vous a fait... Non, mais enfin, ça va, vous n'avez pas l'embrasser sur la bouche, là, tous les matins. Je ne crois pas que vous vous y mettiez. Mais enfin, quand même, vous êtes plus près de lui que de M. Attal. Moi, je veux dire, je pense que qu'il y a beaucoup d'électeurs, et de chez Attal et de chez Bardella, qui en réalité attendent qu'on ait un discours qui soit un discours d'homme sérieux. Moi, je crois que le temps des gens sérieux est revenu. Mais Philippe, ils sont saoulés de la politique communication. Oui, mais monsieur Juvin, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille. C'est pas garanti, on parle de très loin. Mais je vous dis, Juvin, si on ne fait pas ça, on se trahit. C'est pas la réponse. Non, tout le monde dire je ne veux pas m'allier avec le Rassemblement national ni le parti de M. Ciotti, je m'adresse à ses électeurs. Oui, très bien, tu t'adresses à ses. Ça permet d'éviter la question compliquée, c'est est-ce que oui ou non demain, et ça peut arriver, vous êtes prêt à vous allier avec votre droite en se disant c'est quand même mieux que la gauche et la France insoumise. Mais pardon, soyez plus clair, est-ce que vous êtes pour le jour venu, si ça devait se présenter, qu'il y ait par exemple des ministres RN qui siègent avec des ministres LR? Est-ce que pour vous c'est imaginable? Je vais vous dire quelque chose. Non mais soyez direct. Oui, absolument. Je n'ai pas envie d'avoir à choisir entre M. Bardella et M. Mélenchon. Mais si j'avais à choisir, demain tous les deux, on se retrouve au deuxième tour avec ce choix-là, je vous garantis que je voterai pour M. Bardella. Réponse. Sans hésiter. Réponse. Et donc, à votre réponse, oui, à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait des ministres des différentes tendances de cette droite, parce que le RN a changé. Moi, je le critique. Ils ont présenté une liste contre moi aux dernières municipales, donc c'est pas mes potes. Réponse, Philippe Juvin, là-dessus. Est-ce que vous êtes prêt à le faire, à dire ça, pour dire à la droite et au peuple de droite, oui, on va essayer de s'y mettre, même si on est en désaccord? Mais on est en désaccord. Ben oui. Non, mais on a commencé cette discussion sur la question des finances publiques. Vous savez très bien que si on ne rétablit pas les finances publiques, en réalité, nous ne sommes plus souverains. Moi, je suis patriote, je crois à la nécessité de souveraineté. Je ne me vois pas gouverner avec un parti qui explique qu'il faut mettre la retraite à 60 ans. C'est encore ce que Marine Le Pen, mais avec laquelle d'ailleurs j'ai des relations tout à fait apaisées et presque amicales. C'est quelqu'un de qualité, sauf que je ne suis pas d'accord avec elle. Mais Philippe Juvin, soyez encore plus direct, soyez aussi direct que l'a été Robert Ménard. Est-ce que vous imaginez siéger un jour côte à côte DLR et DRN dans un même gouvernement? Mais je viens de vous dire que ce n'était pas possible. Donc non. Nous sommes en grand désaccord avec des sujets absolument fondamentaux. Moi, je vais vous dire, je crois qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un candidat ou une candidate et le peuple. Et il ne faut pas commencer à dire à la droite « Ah, mais vous n'allez pas y arriver, donc déjà, avec qui vous allez aller ?» Ma thèse, c'est que si ces gens sont forts, je parle de Bardella et je parle de Macron, il l'a été, c'est parce que nous avons été faibles.
Et si nous apportons enfin une alternative, les gens vont revenir vers nous. C'est ça ma thèse. Alors, votre avis à vous, votre avis à tous les deux, s'il vous plaît. Dans ma mairie. Moi, je souhaite que vous ayez raison. Je suis un homme dans ma mairie. J'ai une mairie qui est comme chez vous, un peu de droite, un peu de gauche. Je faisais 70%. Non mais les gens... elle est très très à droite. Là, non, mais, et de droite et de gauche. Non, mais les Français, ils sont protéiformes, c'est normal. Si je fais un très bon score, c'est pourquoi ? Parce que je leur déclare que... gérer une ville, c'est une affaire de gens sérieux. Philippe Juvin et Robert Ménard, j'aimerais que vous m'entendiez, s'il vous plaît. On va avancer, Robert Ménard, puisqu'on a ce sujet. J'aimerais vous soumettre sur le poids de l'histoire. Et ça nous ramène à la discussion que vous venez d'avoir. Le film Jean Moulin, l'écho qu'il a eu à Cannes par rapport à l'actualité aujourd'hui, le poids de la collaboration, ce débat sur ce qu'incarne Jean Moulin et les questions qui ont été posées à Cannes, notamment aux comédiens qui incarnent Jean Moulin, sur le thème, est-ce que cette résistance-là, ça peut être aujourd'hui la résistance au Rassemblement national ? Pesons-vous, le poids de la collaboration pèse-t-il aujourd'hui encore sur les nationalistes ou sur tout le monde? Quand on voit, rappelons quelques faits historiques, le fait que, puisqu'on parle des préfets, il y a eu Jean Moulin, très grand, courageux, préfet qui venait de la gauche, mais il y a eu aussi un homme comme Bousquet, qui était sans doute une des plus grandes ordures que la France ait connues, qui venait plutôt de la mouvance radicale socialiste. Il y a eu des gens comme Papon, qui a été recyclé ensuite par collaborateurs aussi, qui a été recyclé par les gaullistes. Donc tout le monde a été touché. Votre regard là-dessus, est-ce qu'il y a là une forme de réarrangement de l'histoire, ou est-ce que le camp nationaliste reste le plus mouillé par la collaboration ? Non, mais d'abord, je trouve qu'il y a cette folie de relire l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui. On trahit l'histoire. L'histoire est évidemment complexe et il faut l'interpréter à l'aune de ce que vivaient les hommes et les femmes de l'époque. Premier point. Deuxième point, lisez les mémoires de De Gaulle. Moi, je suis affligé par le niveau, mais catastrophique de la plupart des commentateurs, en particulier ceux qui ont commenté l'affaire de Jean Moulin. Ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent rien, ils n'ont jamais rien lu. Non mais excusez-moi, ils sont nuls. Et que dit De Gaulle dans ses mémoires ? Il dit « J'arrivais à Londres, j'étais entouré de cagoulards », cagoulards c'est l'Action française, et de juifs, c'est comme ça qu'il dit. Ensuite, on a eu les communistes après l'invasion Barbarossa. Et après le pacte germano-soviétique. Et Barbarossa, c'est la fin du pacte germano-soviétique. Enfin, lisez Aragon. Aragon, que dit-il ? La rose et le Redesda, celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas. La résistance, elle est protéiforme. Il y avait des gens de l'Action française et il y avait des communistes. Enfin, c'est quand même assez fou que les gens aient oublié ce principe-là. Robert Ménard. Mais parce que c'est un instrument, c'est devenu l'otage des combats politiques. Oui, absolument. On utilise l'histoire. Quand vous entendez l'abruti qui pose la question à Gilles Lellouche, immense comédien. Absolument. Non, vous ne trouvez pas, c'est un type formidable, Gilles Lellouche. Et qu'il lui pose, vous avez vu la question sur, en gros, la France insoumise, ce serait la résistance. La résistance et de l'autre côté la collaboration. T'as honte pour le média, mais on va même pas citer le média, ça lui fera pas de la publicité. Et tu te dis comment le débat politique il en est à ce niveau-là. Mais tout à l'heure sur une chaîne pas concurrente, la vôtre, je racontais, Jean Moulin est né à Béziers. Et il a été jusqu'à 18 ans à Béziers. Je deviens maire et il y avait la maison, l'appartement de Jean Moulin qui était tombé en ruine. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez été maire. On remet en état la maison de Jean Moulin. Je vous propose de venir à Béziers. Vous verrez l'appartement de Jean Moulin, les œuvres, puisqu'il a beaucoup peint. Vous savez, Jean Moulin est dessiné, tout ça. Donc, on fait ça. La gauche, pour vous dire la connerie quand même. La gauche, au lieu de dire « Oh, on l'a pas fait, mais enfin, c'est bien de le faire. » Ah non ! Je m'appropriais l'histoire. Vous n'aviez pas le droit. Je n'avais pas le droit de faire ça pour Jean Moulin. Qu'est-ce que les bras t'en tombent. Or, si tu t'énerves vraiment, tu leur dis c'est vrai que les communistes, vous savez, des communistes, c'est vrai que vous le disiez à l'instant, les communistes, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas, il n'y a pas eu le goulag, il n'y a jamais rien eu, et c'est parfait. Il y a même un parti qui ose s'appeler le Parti communiste. Mais aussi résistants courageux, il faut leur laisser. Hein. Absolument. Il y a eu le pacte germano-soviétique, mais après ils ont été des résistants très courageux. Les deux. Bien sûr. Mais comme vient de le dire Philippe Juvin, il y a eu dans les résistants tout un tas de gens. Et vous savez, Jean Moulin, vous savez ce que je dis quand je rencontre les gosses, parce qu'il y a un lycée Jean Moulin et tout, chez moi évidemment, et tout ça, je leur dis, vous savez pourquoi Jean Moulin est un héros formidable ? Parce que Jean Moulin, il n'est pas né héroïque. Jean Moulin, c'est un fils à papa. Son père, radical socialiste et franc-maçon. Il fait sa carrière. Le premier poste de plus jeune sous-préfet, il le doit à son père,
Il ne doit pas son talent. Pareil, son père l'aide. Il aime les jolies filles et deuxièmement, il aime les bagnoles. Enfin bref, c'est tout. Et un jour, et je raconte ça parce que je trouve que c'est une belle leçon aussi. Un jour, il est capable, quand on lui dit non, c'est des tirailleurs africains qui ont violé et tout. Non, il dit non. C'est ce non-là. Moi, je rêve de ce, quand je vous parlais de la qualité, de quoi? Dire juste un moment dans ta vie, à un moment donné, il faut juste dire non. Et Jean Moulin, il ne nous apprend pas que tu n'es petit héros. Il suffit que tu sois capable, à un moment donné, et la France, elle en est là, à dire non à des gens. Et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. La première émission de radio à laquelle j'ai participé, c'était il y a bien longtemps, c'était une émission sur De Gaulle. Et je suis invité, et j'étais tout jeune, c'était je crois la mort ou la naissance du général De Gaulle, parce que j'étais le responsable des jeunes gaullistes de mon parti. Et je vois arriver un très vieux monsieur à l'époque, Chaban-Delmas, que je n'avais jamais vu, et l'intervieweuse était une grande dame du journalisme, Catherine Ney. J'étais très intimidé, je crois que j'ai rien dit durant toute l'émission. Et je me souviens de ce que Chaban a répondu quand Catherine Ney lui a demandé c'est quoi, monsieur Chaban-Delmas, la définition du gaullisme? Et Chaban a fait une définition qui, pour moi, est la définition en réalité de la politique, en tout cas ce que ça devrait être. Il a dit c'est très simple. Le gaullisme, c'est la capacité de dire non. La politique, ça devrait être la capacité de dire non. Dire oui, c'est très facile. Dire non, c'est très compliqué. Merci, et à l'un et à l'autre. Voilà, à contre-courant, avec Robert Ménard, votre liberté de penser, Robert Ménard, face à des hommes et femmes politiques de tous bords qui se succéderont à votre place. Merci beaucoup, Philippe Juvin.